intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Champion, mon frère! Ça fait pas 4 minutes! Soyez honnête! Votez à Bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de la première saison de Parlons Foot. Et oui, Parlons Foot, Feu Club Foot, c'est terminé, on passe à Parlons Foot. Pourquoi? Nous sommes associés à Parlons Foot, à Parlons Sport, c'est incroyable. Et avec Thomas à l'animation, c'est toujours le cas, eh bien on a des nouveaux copains, on a des nouveaux consultants, mais en fait pas vraiment, c'est les mêmes qu'avant. C'est Cédric, salut Cédric. Salut Thomas, salut à tous. C'est Simon de Parlons Foot, salut Simon. Salut Thomas, salut tout le monde. Et c'est Romain Dieu qui est là, salut Dieu. Salut Thomas, salut à tous. J'avais le choix entre les grosses têtes, touche pas mon poste ou parlons foot. Bon bah je suis resté ici. Et ouais, j'avais besoin de Dieu parce que récupérer Cédric après un été, je sais pas si vous imaginez la galère, donc je me suis dit il faut que j'ai du backup, donc je suis allé chercher Dieu. On va donc commencer. Il a pris 15 kilos déjà. Effectivement. Vous savez maintenant le programme des Parlons Foot, c'est simple. Le top, le flop du consultant, l'actualité de la semaine pour lui, et le football français, puis le football européen qui viendra plus tard quand les championnats européens auront vraiment commencé, il faut le préciser, et puis on finira toujours par un petit quiz qui donnera l'option pour un débat à choisir. D'ailleurs, Romain, j'attends toujours ton débat pour le prochain club foot. Attention, si tu l'oublies, tant pis, il te passe sous le nez. Et c'est Johan Cabaye, par... Ah oui, c'est vrai. Effectivement, oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Je vois. Donc, j'inviterai Cédric spécifiquement pour ce débat. On va commencer donc par l'actualité de la semaine de Cédric. Cédric, quelle est ton actualité de la semaine pour toi, ton top, ton flop, et pourquoi est-ce que tu as choisi ça? Est-ce que ça t'a fait rire? Est-ce que ça t'a fait pleurer? Pleurer, c'est un bien gros mot, mais mon flop, ça va être la réaction du journaliste ou les journalistes. Je sais pas s'ils sont mis à plusieurs pour faire cette merde, mais ceux qui ont interviewé Jérémy Clément après le match. Donc pour situer le contexte, Saint-Etienne vient de se faire fesser 5-0 au parc par le Paris Saint-Germain. On va en reparler. Ouais, et la première question du journaliste à Jérémy Clément, c'est comment a-t-il trouvé Thiago Motta après pour son retour sur les terrains après l'altercation avec Brandao. Donc Jérémy Clément, qui est un joueur qui est plutôt intelligent. En plus, c'est vraiment pas le bon client. C'est pas le genre de joueur qui va taper sur un joueur adverse gratuitement. Il recentre le débat en disant qu'il a pas envie de parler de ça et il préfère parler du match, donc il enchaîne. Et la réaction du journaliste, donc après plusieurs phrases de Jérémy Clément, c'est quand même Thiago Motta, on a l'impression qu'il a un peu moins parlé qu'avant. Donc Jérémy Clément, il l'envoie encore chier. Troisième question, c'est parler de la boulette de Ruffier. Voilà, c'est passé plus ou moins inaperçu, mais je trouve ça assez hallucinant de la part de journalistes. Déjà, non seulement c'est hors contexte, c'est déplacé. Pourquoi tu lui parles de Thiago Motta après le match? Son équipe vient de se faire taper 5-0. Voilà, parle-lui du match, essaye de voir pourquoi il y a eu une déroute, essaye de lui faire parler, faire dire quelque chose d'intéressant et d'intelligent. Et non, c'est le journaliste cherche la merde, soit sur Thiago Motta, soit sur Ruffier. Voilà, c'est du professionnalisme assez particulier de la part du journaliste. Et c'est marrant que ça soit passé quand même inaperçu parce que. C'était pas celui qui avait déjà eu une altercation avec Ibra, qui avait touché son fils là, qui voulait absolument le forcer à faire une interview en fin de saison dernière lors du match du titre. Je sais pas si c'est Talaron, c'est pas. Je crois pas que c'est une interview Canal. D'accord. Mais je crois que c'est lui qui couvrait couvrait le match dimanche, donc pour Canal, c'est pour ça que je pose la question. En fait, quand Jérémy Clément répond aux questions, mais sur les vidéos qui tournent, ils ont coupé les parties avec Thiago Motta, mais sur l'interview qui est écrite en dessous, il y a les questions. Il y a plusieurs micros, je crois qu'il y a le micro de France Inter, France Bleu, pardon. Donc après, je sais pas, mais c'est du beau professionnalisme, quoi. C'est toi qui veux faire journaliste, j'espère que tu prépares tes questions comme ça. Effectivement, il Je les demandera prépare aussi bien que l'émission. aux prochains élus politiques qu'est-ce qu'ils ont mangé le matin. Simon, toi, ton événement de la semaine, est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? On va rester sur les flops, on va rester sur les larmes, parce que c'est donc le mercato s'est achevé
hier soir en assez grande trompe. D'ailleurs, on a vu beaucoup de mouvements, mais justement, il reste un championnat qui... C'est même achevé tôt ce matin, d'ailleurs. Oui, ouais, c'est un peu ça. Il y a eu le transfert de Falcao. Apparemment, il a du mal à écrire. Il a signé autour de 2 heures du match, je crois. Mais comment dire, justement, je vais mettre l'accent sur ce championnat français qui visiblement manque d'ambition, quoi, parce qu'on a vu acteur vraiment passif de ce mercato, plutôt vendeur. On fait partir, je vais pas parler de fuite des cerveaux, mais on fait fuir nos meilleurs joueurs et derrière ça recrute pas très fort, quoi. Sur toute la Ligue 1, sur tout le championnat, on a vu quelques mouvements. Hier, par exemple, Dorial, un jeune défenseur qui arrive à Marseille, un bon espoir. Michael Frey aussi au LOSC, mais le problème c'est qu'on n'a pas de grands coups, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un manque d'ambition générale de la part de tous les clubs français. Je sais pas si c'est le fair play financier ou la tendance générale d'austérité dans les clubs qui fait ça, mais c'est vraiment assez triste de voir qu'il y a rien qui se dégage. Personne au club en France ne cherche vraiment à attirer de grands espoirs, de joueurs prometteurs. Je veux dire, il y a pas besoin de dépenser une dizaine de millions d'euros pour se trouver un bon joueur, quoi. Et c'est assez triste de voir que la Ligue 1 reste en dehors des vrais bons joueurs, quoi. Surtout de la part de Lille, par exemple, qui joue quand même l'Europa League, des ambitions à défendre et qui fait, qui a, oui, qui joue, ouais. Faut déjà qu'il joue, ça serait sympa, mais ils ont pris quelques millions, notamment avec la vente de Divock Origi pour 15 millions à Liverpool, pour Kalou qui part. D'ailleurs, le départ de Kalou, ça reste une énorme blague. Je sais pas si vous avez vu son entretien à l'équipe là aujourd'hui. Ça paraît une grande mascarade de la part des dirigeants où Kalou voulait rester, mais il avait vraiment été traîné à la porte par les dirigeants lillois du fait de son salaire élevé et par des rumeurs comme quoi il se serait déplacé en Allemagne pour signer à Wolfsburg, et finalement on voit ce qui s'est passé, il a signé à Berlin. Donc c'est assez étrange de la part des dirigeants, mais ça reflète la tendance générale du championnat de France qui se débarrasse de ses gros salaires, qui vend au maximum, qui essaye de dégager du bénéfice pour rembourser ses stades ou des choses comme ça, et derrière on n'a aucune ambition, et après il faut pas s'étonner que l'indice UEFA puisse en pâtir par la suite. Effectivement, c'est un gros flop développé par Simon qu'on pourra analyser dans un prochain débat. Et je suis d'accord avec toi, Simon. J'ai rapidement calculé les prix, les sommes dépensées en gros. Hein, j'ai fait des arrondis. La Ligue 1 a dépensé pour près 150 millions tout cet été. Ensuite venait la Bundesliga avec 345 millions, quelque chose comme ça. Venait ensuite la Serie A qui atteignait les 500 millions. Après, il y avait la Liga avec les 780 millions, il me semble, ou 800 millions, je ne sais plus. Et la Première Ligue bien loin devant avec plus d'1 milliard d'euros de dépensés. Donc ça fait quand même beaucoup. Et il y a une très grosse différence avec la Liga. Je vais glisser très rapidement mon événement de la semaine avant Romain. C'est un petit flop. C'est un petit flop non pas envers Kingsley Coman, mais envers les réactions qui s'en suivent. Parce que, alors, je pense que vous le savez, mais Coman a donc joué avec la Juventus. Il a fait un très bon match face au Chievo Vérone, match remporté 1-0 d'ailleurs avec un but contre son camp d'un Véronais. Je me souviens plus du joueur qui avait marqué, mais enfin bref, il a fait un bon match. Il sort sous les ovations, mais homme du match, donc c'est très bien pour lui. Mais c'est tout de suite les enflammades derrière. Ça y est, il a gagné sa place de titulaire. Ça y est, il va être un très grand joueur. Le Paris Saint-Germain a eu tort de le laisser partir, etc. On va quand même rappeler, c'est un seul match et que les trois titulaires, ou en tout cas les trois joueurs dans la hiérarchie devant Kingsley Coman pour le poste de milieu offensif étaient absents ou en méforme et non et avec une préparation physique non complète. Donc bien pour Kingsley Coman, espérons pour lui qu'il puisse faire une vraie carrière et devenir vraiment titulaire, ce serait bien pour lui, mais il faut quand même pas s'enflammer après seulement un match de titulaire aux côtés de Carlos Tevez et de ses compagnons. Voilà, c'était mon petit... Toi, ton flop, ton top, ton événement de la semaine. Rapidement, s'il te plaît.
Alors rapidement, je vais réagir juste en 5 secondes sur le flop de Simon. Tout ça, c'est à cause de Macron et de Valls. Hein. Vive la team Montebourg. Plus sérieusement, pour enchaîner sur mon flop, j'hésitais Oh, Michel. entre la team Rabiot et la team Lens. Bon, bah on va pencher du côté de la team Lens. Et mon flop, ça va être la communication désastreuse du Racing Club de Lens, de Valk et de Martel durant tout l'été. Alors on vous promet, hein, les 4 millions vont arriver un jour. Ils vont arriver demain, après-demain, puis peut-être le sur-surlendemain, mais ils arriveront, hein, vous inquiétez pas. Et au final, on se retrouve le 1er septembre à 19h05 à faire un communiqué sur le site officiel en disant que les 4 millions n'arriveront pas et donc que Lens n'a pas recruté cet été et que la seule solution sera de recruter des joueurs libres et un joker si l'argent finit par arriver, bien entendu, courant septembre, hein, ce qui est pas certain non Si plus. vous voulez Adrien Rabiot, on peut vous le donner. Hein. De toute façon, il est libre à la fin de l'année, donc. Ouais, bah pourquoi pas, hein. Non, mais voilà, moi je veux bien que ça soit compliqué entre l'actionnaire et le président du club. On sait que les rapports entre les deux hommes se sont grandement refroidis ces dernières semaines. On sait qu'une cellule B fonctionne au sein du club et que c'est la seule qui a contact aujourd'hui avec Hafiz Mamadov et que l'objectif de cette cellule B et d'Hafiz Mamadov est d'avoir la tête de Gervais Martel, très bien. Mais même si Gervais Martel veut sauver sa tête pour des raisons personnelles, professionnelles, sportives, d'amour envers le club, pas de souci. Mais dans ce cas-là, il n'a pas à prendre en otage à la fois les joueurs et les supporters pendant tout l'été en mentant. À de nombreuses reprises pendant des conférences de presse, dans des communiqués. C'est le fameux les yeux dans les yeux, hein, de Jérôme Cahuzac, qui manquait plus que cette fameuse réplique, et Martel était ridicule durant tout l'été. On rappelle qu'en juillet, Martel a été sur le plateau de l'équipe 21, incendié Olivier Ménard en disant que tout ce qu'il disait était faux, alors qu'en réalité toutes les infos étaient bonnes et que Martel est en infériorité au sein du club, qu'il est totalement isolé au sein du club. Et donc les supporters lensois ont attendu tout l'été des recrues qui ne viendront pas. Certains groupes de supporters semblent avoir eu des promesses de la part de Gervais Martel et de l'organigramme qui fonctionne encore, qui essaye de fonctionner autour de lui, ce qui fait qu'aujourd'hui les supporters ne disent rien. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est dit dans cette fameuse réunion entre les supporters, et c'est un gros bordel. Et à côté de ça, félicitations pour le parti top à Antoine Camboiré, à son staff et à l'ensemble de ses joueurs qui, malgré ce contexte très pesant autour du club, pour l'instant font un début de saison plutôt convaincant. Alors il y a eu les deux premières défaites d'affilée, mais il reste sur 2 victoires. Et en tout cas, du côté joueur et du côté staff, on donne tout pour essayer de sauver un club moribond qui va peut-être mettre la clé sous la porte en fin de saison, en raison avant tout d'un seul et principal homme qui s'appelle Gervais Martel, qui a déjà coulé le club il y a de ça quelques saisons, je le rappelle. Voilà, merci Romain, ce fut une belle section événement de la semaine, top et flop des consultants. Vous aurez remarqué, hein, comme à notre habitude, on met surtout des flops, mais on a toujours une petite partie top, parce qu'on a quand même un gentil petit cœur d'humain, petit cœur tendre qui se cache, faut juste creuser très très profondément pour le trouver. On va passer à la section football français, au premier débat. Le premier débat concerne un club français, le club français, le seul club dans le cœur de nombreux d'entre nous, particulièrement Cédric, n'est-ce pas? Ça s'appelle le Paris Saint-Germain. L'Olympique de Marseille. Non, pas l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain. Et ce club, alors pourquoi est-ce qu'on va s'y intéresser? Tout simplement parce qu'ils ont écrabouillé Saint-Étienne 5-0, on le rappelle, avec Stéphane Ruffier qui malheureusement pour lui marque contre son camp aux alentours de la 24e minute, un pressing de Zlatan Ibrahimovic qui a dû relativement le déséquilibrer. Ensuite, C'est le Zlatan fameux Ibrahimovic... hashtag Susmabit. Hein. D'accord. Si tu veux. Ensuite, donc Ibrahimovic pour le 2-0 à la 41e, après une tête sur un centre millimétré, comme on dit, de Maxwell. Ibrahimovic le doublé à la 61e. Cavani, le but absolument magnifique pour le 4-0 à la 63e. Et Ibrahimovic qui parachève le succès 5-0 à la 72e. But un petit peu soliste, hein. Il aurait pu la donner à Cavani, mais bon, c'est pas grave. Et donc ma question pour vous, elle est très simple. On va commencer par toi, Cédric. Le Paris Saint-Germain roule donc sur Saint-Étienne. Est-ce que c'est le signe d'une domination encore plus accrue à venir sur la Ligue 1, ou est-ce que c'est juste un match contre une équipe déjà fatiguée, contre une équipe qui a explosé mentalement parlant et physiquement parlant face à un Paris Saint-Étienne, oui, face à un Paris Saint-Germain qui était plutôt tranquille dans ce match-là. Est-ce que c'est une domination ou est-ce que c'est juste un élément assez unique dans ce futur championnat du Paris Saint-Germain? Que Saint-Étienne est coulé au parc, ça oui. Maintenant, de prendre ce match comme référence pour dire oui, le PSG va encore plus écraser la Ligue 1, c'est encore un petit peu tôt dans la saison pour
pour faire ce genre de conclusion. Pour l'instant, le PSG n'a pas progressé par rapport à l'an dernier, hein. C'est globalement la même équipe. Le seul truc qu'on peut voir du côté du PSG qui pourrait penser que le Paris Saint-Germain s'est renforcé, c'est Pastore au milieu de terrain qui semble enfin trouver un certain niveau et une certaine constance. Maintenant, sur le match, il peut très bien faire 2-0 ou 6-0. Comme le PSG peut complètement exploser le stade de Reims à la première journée. Voilà, faut voir si ce genre de prestation se répète. Mais l'an dernier, le PSG aussi avait mis plusieurs 4-0 et un 5-0. Il y a dû avoir Sochaux et Nantes. Bon, certes, c'était pas Saint-Étienne, mais là, Saint-Étienne était pas dans un bon jour, tout simplement. Je préfère attendre avant de dire oui, le PSG va rouler sur la Ligue 1 parce qu'ils ont battu Saint-Etienne. Le PSG qui bat Saint-Etienne au parc, c'est assez régulier, hein, quoi qu'on en dise, puisqu'on aime bien dire que Saint-Etienne est une des bêtes noires du PSG. Saint-Etienne, c'est le PSG en 1 a 19 bêtes noires. Hein. C'est comme ça. Non, mais Saint-Etienne au parc, c'est 2 victoires dans toute son histoire. Hein. Donc voilà, de temps en temps, Saint-Etienne, c'est vrai, a réussi à accrocher le Paris Saint-Germain, à les gêner dans le jeu. Là, voilà, ça a tenu peut-être 20 minutes, mais c'est pareil, on dit que le contrôle de Ruffier change le match, mais rien ne dit que le PSG n'accélère pas après. Et Saint-Etienne coule complètement en deuxième mi-temps, alors peut-être physiquement, peut-être mentalement, peut-être les deux, mais je pense que c'est surtout parce que Saint-Etienne ne pouvait pas se donner autant à fond que lors des derniers PSG Saint-Etienne, que le Paris Saint-Germain s'est imposé contre cette équipe. Voilà, voilà, c'est juste un match et faut voir aussi si Saint-Etienne n'a pas régressé par rapport aux précédentes années aussi. Effectivement, ce qui va être donc le deuxième axe de réflexion sur cette question. Simon, est-ce que tu es dans l'avis de Cédric que c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs de dire que avec ce match-là, le Paris Saint-Germain prouve qu'il va avoir une domination encore plus accrue sur la Ligue 1, ou est-ce que tu dis que c'est juste Saint-Etienne qui a explosé de manière sporadique face au Paris Saint-Germain? Non, comment dire, je crois que non, comme tu dis, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ils ont rien début un peu mitigé face à Reims, puis à Évian. Donc on sait que le PSG est toujours peut toujours être friable à tout moment, mais c'est vrai qu'une fois que la machine est lancée, on l'a vu, le PSG était difficilement arrêtable. Après, c'est vrai qu'il y a une démission totale de Saint-Etienne, je trouvais, en fin de première mi-temps, dès qu'Ibra a commencé à sortir son récital. Et d'ailleurs, en parlant d'Ibra, voilà, c'est vraiment le facteur X de cette équipe. Quand il est pas là, l'équipe galère, et quand il revient, bah, on voit ce qui se passe, quoi. Donc c'est assez incroyable à quel point le joueur peut avoir une telle influence sur l'équipe, et du point de vue mental surtout. Il inspire vraiment un sentiment de sûreté auprès de ses coéquipiers. On voit des joueurs plus libérés. Cédric a parlé de Pastore, c'est vrai qu'il est en totale rémission, je trouve, depuis le début de la saison, et on le sent vraiment plus libre et mieux placé, et il va être très important dans ce collectif. Mais c'est vrai qu'Ibra développe un tel sentiment de confiance pour ses coéquipiers que voilà, quoi, l'équipe recommence à construire du jeu, recommence à être performant et à se créer des occasions, même si derrière ça va avec des joueurs. On a notamment vu Lucas Moura qui est totalement passé à côté de son match. Mais voilà, quoi, dès que le PSG a son effectif avec ses joueurs stars, et surtout Ibra, le PSG est quasiment arrêtable, je dis bien en Ligue 1, surtout pour mon flop sur le manque d'ambition des clubs de notre championnat, où dès que les équipes vont laisser un petit peu de place au PSG pour construire leur jeu, à chaque fois que le PSG jouait contre des équipes qui étaient à 11 derrière, elles ont su
jeu et pour mettre des valises aux autres. Donc moi je pense que c'est un vrai match qui va pouvoir inspirer les futurs adversaires de Paris. Je crois que c'est Toulouse les prochains. Et je vois bien le PSG continuer dans sa lancée avec ses joueurs stars. Tant que le collectif sera au complet et que Zlatan continuera à faire des merveilles. Bon, c'est un peu populiste ce que je sors de parler de Zlatan forcément, mais c'est vrai que il dégage une telle classe. Ouais, pardon. Mais voilà quoi, c'est qu'Ibra, on peut plus être sceptique sur son niveau de jeu au PSG quoi. Il est juste incroyable. Il transfigure totalement son équipe et tant qu'il sera là, le PSG va continuer sa marche en avant et va vite prendre des points et sera sur une bonne piste pour être champion d'automne avec une dizaine de points d'avance, sachant que derrière on voit pas les autres clubs de Ligue 1 faire quelque chose. Je suis désolé, mais la une de l'équipe, là, comme quoi Marseille pouvait avoir les ambitions pour conclure celle PSG, s'il vous plaît, quoi. Faut arrêter. Marseille va plonger dans sa crise habituelle. Il y a un joueur qui va partir en couille. Derrière, Monaco va devoir reconstruire sans ses grandes stars. Lille est en totale perte de vitesse. Voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense que Paris va continuer sa marche en avant et va être très dangereux par la suite. Effectivement. Alors, avant de faire la parole à Romain, j'aimerais te reprendre sur un truc avec lequel je suis pas d'accord avec toi, Simon. C'est par rapport à l'impact de Zlatan Ibrahimovic. Je suis d'accord sur le côté confiance et côté prestance de Zlatan et l'effet que ça a sur ses coéquipiers, sur ses adversaires. Mais le côté technique, tactique du Paris Saint-Germain, pour moi, le vrai joueur qui apporte ça, la vraie clé de voûte, c'est Thiago Motta. Et on l'a vu face à Evian. Thiago Motta n'est pas là et le Paris Saint-Germain n'avance pas. Pour moi, Thiago Motta, pour l'avancée du jeu du Paris Saint-Germain, est plus important que Zlatan Ibrahimovic. Voilà, ça, ouais, mais est-ce que tu l'as trouvé différent, Motta, depuis son incident avec Brando? Il parle moins sur le terrain. C'est très très bon. Donc Romain, toi ton avis sur le Paris Saint-Germain, est-ce que tu penses que cette victoire, cette comète sur les Saint-Étienne, c'est une indication d'une domination qui va être encore plus forte, ou pour toi c'est juste un élément conjoncturel par rapport à la fatigue de Saint-Étienne, le fait qu'ils aient craqué mentalement? Et d'ailleurs, tiens, je vais te rajouter un élément à la réflexion. Est-ce que le fait que Saint-Étienne explose totalement face au PSG, il faut avoir des inquiétudes pour cette équipe au final? Bon, Cédric a rappelé le contexte général autour de cette rencontre avec la qualification de l'AS Saint-Étienne au tir au but en Coupe d'Europe en milieu de semaine, donc contre Carabou Sport. On en avait assez parlé samedi. Ils sont arrivés un peu résignés sur cette rencontre. Moi, je veux quand même parler, c'est du schéma de Christophe Galtier. On a plutôt, dans la presse française, été assez soft avec lui. Je rappelle assez amateurisme quand même, sa manière de faire. Ouais, on arrive une tactique sans préparation, on passe à 3 derrière et vas-y débrouillez-vous. C'est assez amateur quand même. Et le dernier qui avait fait ça, arrière droit. Le dernier qui avait fait ça au parc, si je me trompe pas, c'est Rémi Garde. Il en avait pris 4. C'était en décembre dernier, quelque chose comme ça. Ouais. Mais au moins il tente quelque chose, j'ai envie de dire. Non, c'est pas. Non, je suis pas d'accord. Il tente pas quelque chose. Tu vas dire il change. Il tente pas quelque chose, il blinde. Il blinde, c'est différent. Il a blindé, point. Défense à 5, ça me rappelle le premier match d'Anigo contre Saint-Etienne, son premier gros choc. Le type, il débarque, allez hop, défense à 5, on espère prendre 3 points, puis c'était Brando qui avait égalisé. Il a joué à 5 derrière, à 3 en réalité, mais avoir un bloc posté malgré tout assez haut sur le terrain, et même si tu joues comme ça ne t'empêche pas d'être une équipe offensive. Après, il a joué à 5 derrière et jouait vraiment bas, comme l'a fait Saint-Etienne. Alors tout le monde dit oui, le pressing de Saint-Etienne pendant 20 minutes avant la cagade de Ruffier, ça marchait, Paris n'arrivait pas à marquer, etc. Saint-Etienne s'est jamais montré dangereux durant ces 20 minutes non plus. Leur seul objectif, c'était de repousser le plus possible l'échéance et espérer, pourquoi pas, voir un Paris qui tourne en rond et pourquoi pas prendre un point comme Evian la semaine dernière.
Mais voilà l'ambition de Christophe Galtier, qui a été élu meilleur entraîneur de la Ligue 1 il y a 2 ans. C'est ça l'ambition. C'est beau, c'est très beau. Ça donne envie. On rappelle qu'au meilleur avec Carlo Ancelotti quand même. T'es Saint-Etienne, je vais peut-être être méchant avec lui, mais quel est l'intérêt d'aller au parc avec ce schéma dans lequel tu n'as jamais joué? L'intérêt est nul. Et voilà, la défaite, c'est autant la défaite d'un Saint-Etienne fatigué, d'un Paris qui avait 9 jours pour préparer son match et qui devait réagir après une contre-performance contre Evian, et la défaite tactique du schéma petite bite de Christophe Galtier. Je suis désolé, mais t'as pas le droit d'aborder la rencontre avec ce genre d'approche tactique, surtout quand tu as vu que ces dernières saisons, ces dernières semaines, ces derniers mois, les équipes qui dérangent le PSG, c'est les équipes qui pressent haut, c'est les équipes qui n'hésitent pas à jouer avec 3 attaquants, c'est des équipes qui ont un bloc posté très haut sur le terrain, qui coupent les relations de passe entre Mota, Verratti et les latéraux. Et là, t'as fait tout l'inverse. Tu t'es mis le plus bas possible. T'as joué avec 3 axiaux, alors que t'avais que Zlatan en face en pointe. Quand Zlatan décrochait pour aller dans le milieu de terrain, t'avais aucun de tes 3 axiaux qui était assez intelligent pour se dire bon, je vais décrocher, je vais suivre Zlatan. Non, tu le laissais décrocher, aller tranquillement, jouer dans cette zone, organiser le jeu, lancer les latéraux. Le marquage. Ouais, mais quel intérêt? Tu peux décrocher soit Bayalsal, soit, je sais pas, un Théophile Catherine, mais tu décroches quelqu'un. Donc, en gros, tu restes à 3 à plat derrière, alors que t'as plus personne. Dans cette zone-là, t'as plus personne. Sachant qu'en plus, Lucas vient également rentrer dans l'axe, donc vient également jouer dans la zone de Clément. Donc Clément se retrouve avec à la fois dans sa zone environ Pastore, Lucas, Ibra. Et à lui tout seul, il doit gérer, et t'en as 3 derrière qui se paluchent. Ouais. Moi, je pense qu'il montre surtout la faillite du système de Galtier. Ça a été parce qu'à la limite, si t'as les joueurs pour jouer à 5 derrière, après, faut voir l'animation, comme tu dis. Enfin voilà, faut voir comment ça se met en place. Mais là, ça l'a obligé à mettre Monet Paquet latéral droit. Et quand tu vois le but de Zlatan de la tête et la passe décisive de Monet Paquet pour Ibrahimovic, encore lui. Tu vois que ça a été une faillite totale de son système, puisque Monet Paquet était sûrement le plus mauvais, ou l'un des plus mauvais en tout cas du côté de Saint-Etienne. Mais bon, c'est un attaquant au départ, et je sais pas s'il est même pas attaquant axial de formation. Je sais pas à quel poste il a été formé à Lens, mais ça montre la faillite du système de Galtier. Après, le fait de venir à 5, à 4, je pense que c'est surtout le problème du côté de Saint-Etienne, ça a été de se dire, bon, on s'est qualifié en Europa League, donc on a fait le boulot dans la semaine, perdre au Parc des Princes, c'est pas si grave. Le problème, c'est que derrière, tu t'en prends 5. Moi, il faudrait qu'on m'explique aussi l'excuse de la fatigue fin août. Il y a la manière qui compte. Comme tu l'as dit, perdre au Parc, d'accord, mais perdre en prenant 5 buts et en étant totalement indigent deuxième mi-temps, non, voilà, il y a des limites. Ils ont insulté l'ensemble des spectateurs présents au parc ce soir-là et des téléspectateurs devant leur télé en livrant une prestation aussi mauvaise. J'espère que Saint-Etienne va continuer à m'insulter comme ça face quand ils joueront contre le PSG quand même. L'objectif de Cédric, c'est de se faire insulter toute l'année par les autres équipes. Il s'en fout, lui, tant qu'il gagne 5-0. Simon, rapidement, avant de passer au deuxième débat sur l'Olympique Lyonnais, je voulais te poser une question. On parle de Zlatan dépendance pour Paris Saint-Germain, mais est-ce que du côté de Saint-Etienne, on n'a pas une Perrin dépendance? Parce qu'on voit que quand Loïc Perrin n'est pas là, ça fait un peu mal quand même. Quel est ton avis là, rapidement là-dessus, Simon? J'ai pas d'avis dessus. Franchement, je saurais pas te dire. Dans 2 secondes. Il y a clairement une dépendance du côté de Saint-Etienne, parce que c'est peut-être l'absence de Perrin qui fait paniquer Galtier. Et t'as personne du niveau de Perrin, que ce soit défensivement au niveau de la relance à Saint-Etienne. Ouais, il y avait Pogba quand même. Non mais voilà, donc au final, parce que oui, tu dis, même si c'est sur le ton de la plaisanterie, mais le problème c'est que même l'autre taulier de la défense, c'est Bayalsal. Bayalsal, ça fait quand même des années qu'il y en a beaucoup qui se foutent un peu de lui, qu'il a les pieds carrés. Voilà, c'est juste une brute. Donc un mec comme Perrin, c'est forcément essentiel dans une équipe, surtout si cette équipe veut jouer un peu plus haut. Et il les a appelés activement Jim et Maria. Je suis pas sûr de ça, mais je crois. Je suis désolé. C'est une superbe intervention quand même. Mais oui, après il y a forcément t'as toujours une dépendance. Moscato, Thomas.
par rapport à tes meilleurs joueurs, sinon tu les paierais pas Je suis autant. le producteur de l'émission, qu'est-ce que tu me racontes? Le problème, véritablement, Perrin dans ce profil-là, et ça montre les points faibles de l'effectif de Saint-Étienne. Voilà, c'est dès que tu perds un joueur capable de relancer derrière. Saint-Étienne s'est enfin rendu compte déjà qu'un défenseur qui sait relancer derrière, c'est pratique pour jouer au football. Ça va peut-être venir chez certaines autres équipes de Ligue 1. Très bien, merci pour cette rapide question. Un petit mot, Tom, si sur tu veux. concernant Perrin, je vais faire vite. C'est entre guillemets le seul défenseur du côté de Saint-Étienne qui est intelligent. À la fois dans son placement, à la fois dans l'anticipation, dans la relance. Est-ce que dans la vie aussi, ce serait pas le seul? Bah, peut-être, hein, après je connais pas les hommes, mais c'est entre guillemets le seul joueur qui a un cerveau derrière dans cette défense. Et quand tu le remplaces par Pogba, bah t'es mal barré. Et en plus de ça, quand tu décides de jouer avec un trio Pogba, KTC et Sal, bon bah t'es clairement dans la merde. Et faut pas t'étonner que t'en prennes 5. Puis même d'une manière générale, Loïc Perrin, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1 aussi. D'accord, très bien. On va donc passer au débat numéro 2. Pardon, j'ai pas l'impression que vous aviez fini, je suis désolé. Le débat numéro 2 concerne donc l'Olympique lyonnais. Pourquoi ça concerne l'Olympique lyonnais? Eh bien parce qu'après leur élimination en barrage de l'Europa League, Lyon s'est incliné face à Metz, à Saint-Symphorien, 2-1. Et ma question pour vous, la question qui va diriger le débat, c'est est-ce qu'il y a tout bêtement un vrai problème à Lyon? Alors, on va rappeler rapidement le scénario du match. C'est Alexandre Lacazette qui ouvre le score à la 68e, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre la fin de la seconde mi-temps pour voir enfin quelque chose du côté de Saint-Symphorien. Sauf que il se pensait vainqueur, et non, puisque Yeni Nbakoto, voilà, j'arrive à le prononcer, qui égalise sur penalty à la 82e, et Falcon, ou Falcon, je sais pas, qui donne, je suis désolé, je sais pas, qui donne donc la victoire à Metz à la 86e. Voilà. Est-ce qu'il y a un vrai problème à Lyon? Ils n'arrivent pas à gagner, ils sont éliminés de manière honteuse en Europa League, et maintenant ils s'inclinent face à des entre guillemets petits clubs de Ligue 1 comme le FC Metz. Cédric, ton avis, Lyon, est-ce qu'il y a un vrai problème à Lyon? Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter pour Lyon? Ou ça va être juste une deuxième saison de relative transition? C'est sympa les saisons de transition qui s'enchaînent. Lyon, ils en ont beaucoup depuis quelques années. Je sais pas si t'as remarqué. Oui, c'est pour ça qu'ils vont pas mieux. Hein. Non, la véritable inquiétude du côté de Lyon, c'est qu'il n'y a pas un seul problème. T'as le problème du physique des joueurs. T'as quelques difficultés financières, t'as des interrogations sur le niveau de certains joueurs. Tu peux rajouter peut-être une interrogation sur l'entraîneur aussi. On va pas juger tout de suite. Hubert Fournier, on rappelle, l'entraîneur de Lyon. Voilà ce que fait Hubert Fournier, mais t'as une interrogation sur la suite. Est-ce qu'il va réussir à mettre en place ce qu'il souhaite? Est-ce qu'il va réussir à relever l'Olympique lyonnais? Voilà, ça reste quand même une inconnue à prendre en compte. Donc ça fait pas mal d'inquiétudes à avoir du côté de Lyon. Tu vois le mercato aussi qui a été réalisé, Linceros qui se retrouve sur le banc alors qu'il a été recruté pour jouer défenseur central. Finalement tu recules Gonalon. Voilà, il y a des erreurs de casting. On peut parler de Danick aussi, qui a pris très cher après les matchs d'Europa League alors qu'il a dû jouer que 20 ou 30 minutes. On peut parler tous sauf d'un, donc... Bah merde, je l'ai cité. C'est bête, hein. Non mais t'as beaucoup de soucis à Lyon, donc il y a de quoi s'inquiéter. Maintenant, voilà, pour moi la plus grosse inquiétude, la grosse inquiétude, c'est le niveau physique des joueurs. Si tu règles ce problème-là, ce qui semble assez utopique du côté de Lyon, forcément ça va aller mieux. On en parlait en début de saison. Et après, c'est l'interrogation Hubert Fournier. Si t'as pas les blessés et qu'Hubert Fournier arrive à faire quelque chose, Lyon, je pense, a quand même la matière pour jouer la qualification en Europa League, en championnat. Quand on parlait de l'affaiblissement, Simon parlait de l'affaiblissement de la Ligue 1, donc l'affaiblissement est général. Ça fait que ça permet aussi à Lyon de pouvoir espérer et de pouvoir jouer le haut de tableau. Maintenant, ça se voile beaucoup la face, je pense, du côté lyonnais. Enfin, ça s'est voilé beaucoup la face, et là, c'est le retour de bâton qui fait très mal.
Voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes à avoir. J'ai confiance en Yacine Benzia. Mais voilà, Benzia, il est annoncé comme la relève de l'attaque lyonnaise. Le nouveau Benzema. Oui, bon, ça, après, c'est les conneries qu'on sort, mais ça, c'est pas Lyon qui l'a sorti comme connerie. Mais par contre, le fait que Benzia était, en tout cas, un grand espoir de Lyon, voilà, c'est Lyon a misé aussi sur lui. Tu fais partir des joueurs comme Gomis et Briand, tu les remplaces par des joueurs qui n'arrivent pas à succéder. Tu t'affaiblis. T'as perdu Rémi Garde. Euh, voilà, c'est pas mal de petites choses en plus des gros soucis lyonnais qui étaient déjà présents, qui font que Lyon a un peu plus de mal. Maintenant, reste à savoir si l'élimination en Coupe d'Europe va leur permettre de mieux se concentrer sur le championnat ou, à contrario, les faire sombrer parce qu'il n'y aura pas le bol d'air frais, pardon, Europa League qu'ils ont eu l'an dernier pour se relancer. Voilà, faut attendre. Effectivement, hein, le retour du fameux effectivement de Feu Club Foot. Comment, à ton avis sur Lyon, Lyon donc qui est éliminé en Europa League, une 18e saison en Europe, on l'avait dit samedi dernier. Lyon qui ne gagne pas en Ligue 1, qui joue même mal. Ton avis sur Lyon, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il y a un vrai problème à Lyon ou c'est juste, comme on s'en souvient, de manière conjoncturelle? Ah bah concernant l'OL, je partage amplement l'avis de Cédric. Il y a un affaiblissement chaque saison et ça fait plusieurs saisons, ça fait en tout cas 2 grosses saisons que Lyon s'en sort un petit peu miraculeusement en termes de qualification pour la Coupe d'Europe. Il y a bien un moment donné où ça allait péter. En plus, ils débutent la saison sans Grenier et Gourcuff. Bon, c'est du classique, hein. Ils sont à l'infirmerie. Il n'y a plus de surprise. Gomis est parti. Alors, quand Gomis était là, on passait son temps à le critiquer. Ouais, il est toujours hors jeu. Ouais, il a les pieds carrés. Ouais, il faut 10 occasions pour marquer un but. Au moins, il finissait par le marquer, lui, un jour. Ça change de Benzia, de Yatara, de Balouli et toute la clique, là, qu'on nous a vendu l'OL Academy. Ils sont géniaux. Et Clinton Inge également, dont la superbe reprise de volée en Europa League la semaine dernière va rester dans les annales, hein, et dans le poteau de corner également. Dans Donc, les annales du poteau de corner. effectivement. Je me permets également d'utiliser l'effectivement de Thomas. Mais moi, je suis inquiet. Tu me dois 1 € et 1 mars. C'est tout. C'est déposé. Oui, bah oui, non, je l'ai pas déposé beaucoup, mais je l'ai déposé quand même. Bon, ça va encore. Non, mais concernant Lyon, il y a de quoi être inquiet dans le sens où moi, je me demande où va aller Lyon. Quel est le futur de ce projet? Alors, on nous sort le Grand Stade, 2016, le Grand Stade. Ouais, d'accord, mais d'ici là, ça va être quoi les 2 saisons à venir de l'Olympique Lyonnais? Alors, on a été chercher Fournier uniquement pour faire des années de transition, et puis en 2016, on le dégage et on met en place une nouvelle équipe. Ouais, d'accord, mais il va falloir les passer ces 2 années. Il va falloir que le club n'aille pas trop bas. Parce que c'est pas en 2016, en 15 jours de temps, que tu vas faire une révolution totale et redevenir l'un des 2-3 clubs principaux du football français. Il y a un certain niveau à conserver d'ici là, et ce certain niveau, Aulas voulait le conserver par le biais de la Coupe d'Europe. Et maintenant, il déclare que c'est pratiquement une bonne nouvelle que Lyon ne la joue pas cette année. Ça, c'est également le discours pro Ligue 1 qu'on entend tout le temps. Ouais, la Coupe d'Europe, ça nous fait chier, encore plus l'Europa League, ça se joue le jeudi. Vous vous rendez compte, après, il faut jouer le dimanche en championnat. On joue tous les 4 jours, voire tous les 3 jours. C'est chiant, ouais, c'est bon, hein, la Coupe d'Europe, c'est bien. Le pire, c'est que tu te dis qu'aujourd'hui, on a des méthodes de réathlétisation et de récupération qui sont pas celles qu'on avait dans les années 60. Et à l'époque, dans les années 60, ils faisaient 5 matchs par semaine, les mecs. C'est quand même très différent. À Lyon, déjà, la séance d'étirement après le match donne des sueurs froides. Hein, donc, il est là aussi le problème. Et puis, physiquement, Lyon, voilà. On remet tout en cause également. La cellule performance qui devait être la fonction miracle du côté de Lyon, ça allait régler tous les problèmes. Il y a toujours des blessés. Limite, on en est à se demander déjà si le chef de cette cellule performance qui vient en provenance du PSG, si je me trompe pas, va pas dégager avant la fin du mois de septembre. Faut arrêter à un moment donné. Faut laisser le temps au temps. Effectivement. Tu as parlé du Stade des Lumières et de la saison 2015-2016, non 2016-2017 pardon. Et c'est donc très intéressant, hein, puisque on va quand même, il faut quand même on va rappeler le 11 de l'Olympique Lyonnais qui est quand même extrêmement dramatique.
Lopez dans les buts, Tolisso, Gonalon, Koné et Jallet en défense, Mwemba, Ferry, Zefan au milieu, Ghezal, Lacazette et NJA en attaque. C'est quand même très loin du Grand Lyon, voire même des moyens qu'on avait il y a de ça 2 ans. Mes amis, la question que je vais vous poser, elle est toute bête et elle est en rapport avec le Stade des Lumières par rapport En même temps, si c'est ta question. Oui, voilà, elle est forcément toute bête. Donc Romain, je vais te la poser. Tout bêtement, est-ce qu'ils vont être capables de se relever avant l'arrivée du Stade des Lumières ou est-ce qu'il va vraiment falloir attendre le Stade des Lumières? Parce que moi, personnellement, je le dis très clairement, si Lyon ne va pas mieux avant le Stade des Lumières, le Stade des Lumières ne servira à rien. Ce sera trop tard. C'est mon avis. Ton avis, toi, là-dessus, est-ce que tu es d'accord avec moi ou est-ce que tu penses que non, ils vont être capables quand même de faire de meilleures performances d'ici l'arrivée du grand stade, de leur stade à eux, puisqu'on le rappelle, ils seront propriétaires et ce sera le seul club en France à être propriétaire de son stade. Entre guillemets, la bonne nouvelle pour l'OL, et on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est que Simon l'a dit dans son fait de la semaine, c'est que le niveau du championnat s'affaiblit. Et tous les clubs s'affaiblissent. Alors on pensait avoir retrouvé des locomotives, avec un Monaco qui était en train d'essayer de monter un gros projet. Bon, maintenant c'est projet qui coulole du côté de Monaco, donc ça part en vrille complet. Pour remplacer Falcao, on a failli faire un Alain Traoré remplaçant du côté de Lorient. Ça prouve à quel point le projet a changé de dimension cet été. Saint-Etienne, pour moi, je continue de le dire, même si ça fait pas plaisir à tout le monde, le club ne passera pas de cap le temps que Christophe Galtier sera l'entraîneur de cette équipe. Et je sais que je suis plutôt en minorité sur ce point de vue. Pour l'instant, les résultats sont loin de me donner tort. Et après, il y a également Lille qui a vendu Kalou cet été. Alors, même si ça va pas faire plaisir à Cédric, c'était leur meilleur joueur, donc ça prouve également le niveau du LOSC. Quand je vois ce qu'ils font depuis le début de la saison avec meilleur joueur offensif. Offensif, si tu veux. Quand je vois leur incapacité en même temps, sont pas mal, vraiment. En même temps, quand tu vois la rivalité qui est proposée, Marvin Martin, Nolan Roux ou Ronny Rodelin, c'est vrai qu'il n'y avait pas de difficulté à être le meilleur joueur offensif de cette équipe. C'est un peu quand t'as Diego Costa et que t'as Fernando Torres en concurrent, quoi. C'est dur pour Torres encore. Mais quand je vois le début de saison catastrophique du LOSC sur le plan offensif, je me dis que cette équipe, il y a eu un miracle l'an dernier, à l'image du miracle marseillais il y a 2 ans, mais ils vont pas le reproduire cette année. Et là, tu fais le tour et tu te dis, en réalité, ils sont tellement tous mauvais que Lyon peut encore terminer dans le top 5 cette année. Alors à voir si la hype de l'été Bordeaux perdure dans le temps. À voir ce que vont donner les autres clubs. Il y aura peut-être des surprises également avec des retours de l'arrière. Mais ce que va donner aux Olympiques. Oui, il y a l'OM. J'ai presque envie de dire que l'OM de Bielsa, je la mets en dehors de ce wagon-là et je la mets juste derrière le PSG, peut-être avec Monaco. Et encore, on va voir quel Monaco. Mais pour l'instant, c'est la seule équipe qui avance, je trouve, depuis le début de la saison. On voit une progression à chaque rencontre. Le reste, c'est loin d'être le cas. Et puis c'est une équipe qui a vraiment osé quelque chose, effectivement. Autant dans l'effectif, dans le staff, que dans la tactique même de jouer. Il s'est passé quelque chose cet été du côté de l'OM et on verra si ça va être positif sur la saison ou pas. Mais t'enlèves le PSG dans le championnat. Ça fait combien de saisons qu'on n'a pas eu un championnat aussi faible? En dehors du PSG avec Ibra et toute la clique, et notamment Ibra qui sauve un petit peu le championnat en termes de spectacle, t'enlèves le PSG, j'ai l'impression que depuis que je suis la Ligue 1, j'ai pas vu un championnat aussi faible. Mais j'ai pas peur de le dire. Ça doit remonter d'avant la belle époque de Lyon. Ouais, c'est possible. Ça doit avoir au moins 10 ans. Parce que j'ai pas peur de le dire, quand je vois Lens qui ramait l'an dernier en Ligue 2 pour gagner des matchs, qui gagne 2 matchs sur 4, qui est 11e du championnat, quand je vois des clubs comme Metz et comme Caen qui ont fait des coups depuis le début du championnat, quand il y a en plus également le penalty contre Lille qui est inexistant, donc il pourrait avoir un point supplémentaire à être 5e du championnat. Tu peux parler des promus l'an dernier aussi. Voilà, Monaco mis à part. Voilà, mais les promus l'an dernier également qui se sauvent Monaco tous. qu'on va peut-être pouvoir remettre dans ce type de club-là. Mais on va voir que cette différence, ce niveau de cette Ligue 1 s'est vraiment affaibli en Coupe de France. C'est ce que j'allais dire. Et même il y avait déjà pas mal de surprises en Coupe ces dernières saisons, mais là ça peut être drôle parce que tu mélanges, tu fais un seul championnat Ligue 1, Ligue 2 assemblé. C'est pas les 20 premiers clubs qui Ligue 1 qui seraient dans les 20 premiers. Et ouais, voilà, les 20 derniers, et on les voit de toute façon avec les clubs qui descendent. Il n'y a qu'à voir la position notamment de Valenciennes. Et de Sochaux aujourd'hui. Ah oui, et Sochaux. Voilà, c'est de plus en plus... un nivellement vers le bas.
Ouais, non, c'est de plus en plus inquiétant parce que voilà, les clubs, y a plus de véritable Hiérarchie. voilà, différence de niveau entre les deux Oh, ils se divisions. connaissent tellement, ils finissent chacun leur C'est Lyon. phase. Mais pour en revenir à Lyon, oui, c'est leur chance. Et puis voilà, ils ont quand même un groupe de jeunes à faire progresser, mine de rien. C'est pas 30 vieux papis sur un terrain, hein. À part Malbranck, je veux dire, sont tous assez jeunes. C'est dommage qu'ils aient laissé partir Vercoutre. Hein. C'est vrai qu'avec ces deux-là, ils avaient une moyenne d'âge de 42 ans. C'est dommage. Faut voir le travail, comme je disais, de Fournier. Lyon a les moyens de pouvoir jouer la course à l'Europe. Après, il leur manque, pour moi, je pense qu'il leur manque pas grand-chose au niveau de l'effectif. 2-3 renforts bien ciblés. Après, faut avoir l'argent et savoir cibler les recrues. Mais pour avoir une bonne équipe, on a vu l'an dernier que Lyon avait été capable, même éventuellement léger sur régime, mais de pratiquer du beau jeu et d'avoir des résultats. Donc ils sont pas autant au fond du gouffre que ça à l'échelle Ligue 1. Maintenant, si le but c'est d'avoir une grande équipe à l'arrivée du Stade des Lumières, non, ça sera pas possible. Très bien, merci à toi Cédric, pardon, j'allais dire Romain, quelle insulte. Pour Romain, bien entendu. Alors là, normalement, ça aurait dû être à Simon d'intervenir, hein, donc Simon, merci à toi. Mais malheureusement, il a dû nous quitter, et oui, c'était prévu, hein, il devait faire la première partie de l'émission et nous quitter. Malheureusement, comme c'était en plein milieu d'un débat et d'un échange de paroles entre Cédric et Romain, il n'a pas pu glisser son au revoir, donc je le fais pour lui. Voilà, salut à tous de la part de Simon. Et il sera là, bien entendu, mardi prochain. Hein. Il ne disparaît pas de la programmation de Parlons Foot. Il ne faut pas non plus délirer. Il est parti à Radio Charlton pour 30€. et deux sneakers. On va passer au débat numéro 3 et on va passer à deux clubs qu'a cité Romain, Monaco et le LOSC. Et oui, pourquoi Monaco et le LOSC? Eh bien parce qu'il y a eu un match nul dans tous les sens du terme, alors vraiment nul. Un but partout, le but de Noulan Roux qui ouvre le score donc pour les Dogs à la 18e minute. Et l'égalisation de Berbatov à la 61e. Mes amis, après un mercato complètement dramatique, absolument catastrophique du côté de Monaco, eh bien donc les Monégasques n'arrivent pas à gagner ni même à être convaincants. Est-ce que ça en est déjà fini du projet de Monaco, ce grand projet qu'on voyait être le... Par contre, c'est les convaincus depuis le début de la saison. Oui. Effectivement, hein, c'est les imbéciles plurianales. Donc, est-ce que ça a déjà fini du projet de Monaco, eux qu'on voyait être les prochains vrais adversaires du Paris Saint-Germain version Qatari? Et bien finalement, on perd Rames, on perd Falcao, on perd Obadi, on perd Emmanuel Rivière, on perd, je ne sais plus si Martial est véritablement parti ou pas, je me souviens. Donc, il est toujours là. Il est toujours là, d'accord. En tout cas, voilà, on perd des joueurs majeurs. On La perd Abidal aussi. On perd des joueurs majeurs comme Abidal qui est important dans le vestiaire. Et nous, on a perdu Thomas, qui est pas très important dans le vestiaire, vous inquiétez pas. Thomas. Donc, est-ce que c'en est fini du projet de l'AS Monaco? Je pensais qu'il en était fini de ta connexion, moi. En tout cas, il a pris un gros coup dans la gueule, le projet de l'AS Monaco. Hein. On est bien loin de ce qu'on nous avait vendu il y a un an. On se rappelle de la campagne d'abonnement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais toi, apparemment, tu nous entends plus. Donc, ferme ta gueule. Désolé. Donc, on se rappelle de la campagne d'abonnement il y a un an. Hein. Nous sommes ambitieux, nous sommes Monaco. On s'est assez moqué de ça avec Cédric hier, avec le fameux abonnez-vous au futur. Bon, c'est déjà le passé, j'ai envie de dire, pour l'AS Monaco. Désormais, ce projet avec le monstre à 3 têtes, Falcao, Rames et Moutinho, il reste plus qu'une seule tête. Hein. Et c'est la moins séduisante de tous, c'est Moutinho. Le départ en plus de Rames, bon, il peut encore se comprendre, il a plutôt été bien vendu par Monaco, autant sur le plan financier que médiatiquement, en disant une somme comme ça peut pas se refuser, c'est le joueur de la Coupe du Monde, il finit dans le plus grand club du monde, il y a une certaine logique à ça. Mais à côté de ça, il y a eu un mercato, on en parlait dès le mois de juillet ensemble, Thomas, où Monaco a perdu des éléments clés, pas forcément des super joueurs top mondial, mais ils ont perdu Abidal, qui est l'un des patrons dans le vestiaire. Ils ont perdu Obadi, qui avait un rôle crucial au milieu de terrain. Voilà, ils ont décortiqué cet effectif petit à petit. Et on nous disait à côté, vous inquiétez pas, les recrues vont arriver. Alors on s'attendait à avoir des joueurs en provenance de grands clubs. On avait parlé de Schneider à un moment donné. On avait également parlé de Griezmann. Au final, personne n'est venu. Tu te retrouves à faire la saison avec Ocampos et Ferreira Carrasco.
ça va être compliqué et tu perds en plus à la dernière, et le symbole est important, la dernière journée du mercato, ton meilleur joueur, le joueur qui symbolisait ce projet, c'est Radamel Falcao, qui a fait des pieds et des mains samedi pour quitter le club, qui ne se sentait pas à l'aise dans ce club, qui finit à Manchester United, en plus comble, j'ai presque envie de dire du ridicule, un club qui joue pas la Coupe d'Europe cette année. Donc Falcao qui était venu l'an dernier à Monaco, club qui jouait pas la Coupe d'Europe, en se disant c'est pas grave, dans un an on va y être, qui a donné une interview il y a quelques semaines en disant la Coupe d'Europe c'est important, je veux la revivre. Il va dans un club qui la joue pas, donc ça fait vraiment le type. Je pouvais aller n'importe où du moment que je me barrais de Monaco. Alors c'est dur pour les supporters monégasques d'entendre ça. Bon, en même temps ils sont pas nombreux, mais voilà. Aujourd'hui le projet Monaco, celui qu'on nous a vendu il y a un an, il est mort. Il est mort, et mort de chez mort. Il est mort, enterré. Il y a plus rien à faire. Monaco va redevenir un club moyen, j'ai envie de dire, qui va essayer d'acheter des joueurs assez jeunes, de les faire éclore, de les faire exploser et de faire du bénéfice à la revente. Voilà le nouveau projet de l'AS Monaco. C'est Monaco il y a 10 ans, donc. Voilà, c'est ça. Ouais, le problème du Vous n'avez projet pas l'impression de dramatiser quand même le tout? Non. Non, mais le problème Je trouve qu'on est plutôt lucide, au contraire. Le problème du projet de Monaco, enfin, les doutes ce qui s'est passé cet été, pardon. On avait ces doutes-là il y a un an. On avait dit oui, Falcao va pas rester très longtemps. Rames et Moutinho, ils sont venus aussi à Monaco pour augmenter leur salaire, pour un tremplin. Ils étaient pas venus parce qu'ils rêvaient de jouer à Monaco. Donc on avait ces rêve de jouer à Monaco. Donc, soyons francs, quoi. Oui, non, mais on est d'accord. On avait ces doutes-là, c'est que soit moi, Monaco. Je connais deux personnes sur les réseaux sociaux qui peuvent en rêver. Mais bon, vu leur niveau de jeu. C'était une blague, ça? Non, c'est pas grave. Je peux continuer ou pas? Vas-y, bien entendu. Non, mais soit c'est un tremplin, mais il y a aussi le Mendes qui est derrière, qui a passé ses joueurs, donc on se doutait aussi que, voilà, sur un transfert, il touche une com. Donc on pouvait se douter que Falcao resterait pas très longtemps. Après, Rames et Moutinho, ça dépendait de leur saison. Et finalement, c'est celui qui fait la moins bonne saison qui est encore là. Mais on se doutait que Falcao partirait, mais au début on s'est dit, bah voilà, Falcao il signe, ça permet de parler de Monaco et ça permet de lancer le projet. Et voilà. Le souci, c'est que tu vends Rames 90 millions, tu vends Falcao, mais tu recrutes rien d'intéressant. T'es pas obligé de recruter je sais pas, du Di Maria, du Rooney, non, tu peux recruter quand même des joueurs à 20-30 millions d'euros. On parlait de Gaëtan de Benfica, alors c'est peut-être pas exceptionnel pour certains, mais ça reste un renfort pour Monaco. Mais là, il n'y a même pas eu un coup qui a été réalisé, il y a eu des prêts. Cool, ils ont pris plus qu'autre chose. Non, mais il y a eu des prêts grâce à Mendes notamment, mais il n'y a pas eu de réinvestissement. C'est comme un club lambda de Ligue 1, quand ils vendent un grand joueur, faut savoir ce que tu recrutes derrière. C'est bien de vendre, mais normalement, tu perds un très bon joueur, essaye au moins de remplacer ça par un ou plusieurs bons joueurs. Sauf que là, ça n'a pas été forcément. Tu as parlé de Mendes. Rapidement, concernant Mendes, on va être franc à son égard. On a l'impression que c'est le type qui a lancé une partie de Football Manager. Alors, il a son club numéro 1 qui est Valence. Et il se sert de Monaco pour acheter des joueurs à prix fort, pour les revendre, pour se faire de l'argent. Et puis, au moment donné où le club il en aura plus besoin, il va faire option de l'entraîneur, démissionner. Voilà. C'est même pas une partie de Football Manager, c'est qu'il place ses joueurs à Monaco pour toucher. Il a fait 35 millions cet été. Et après, il les revend derrière. 35 millions de com. 35 millions. Eh ouais. Ouais, mais parce qu'il sait que lui, il les envoie à Monaco. Alors déjà, les joueurs acceptent parce que il y a le salaire qui suit. Mais il sait très bien que ces joueurs-là ne vont pas rester à Monaco. Et c'est ce qui s'est passé cet été. Il a même essayé de refourguer Moutinho à Valence. Voilà, c'est dommage de la part de Monaco d'avoir accepté de jouer ce rôle de pigeon. Tu peux accepter ce que je disais, un Falcao, bon ok, tu le gardes un an, voilà. Mais là, même les joueurs maintenant qui sont à Monaco doutent. Il y en a plus qui vont vouloir partir et pas seulement les recrues de Mendes. T'as vu ce qu'a dit Kurzawa? Bah voilà, il y a la déclaration de Kurzawa. T'as un mec comme Toulalan aussi qui va se dire bon, vu que lui sa carrière est quasiment pas quasiment finie, mais mais il est en retraite là, Toulalan. En gros, enfin voilà, il a plus pour objectif de gagner une Coupe d'Europe, je pense, vu qu'à Monaco, le rôle, ça serait qu'il aille à Rennes, quoi. Là.
comble du ridicule pour Monaco. Type Isbert pour aller à Rennes. Tout l'allant, il a plus qu'à finir sa carrière tranquillement, donc pourquoi pas, voilà, il peut finir dans n'importe quel club. Après, s'il a une opportunité de jouer dans une équipe qui joue l'Europe, mais le problème sera le même pour Monaco, c'est que tout l'allant, il n'y a plus rien qui le retient aussi à Monaco. T'as attiré du monde par le projet. Les supporters. Le projet a coulé. Et il y a le SUP qui tient la main à tout l'allant qui l'empêche de partir, effectivement. Il y a le supporter de Monaco le bloc. Mais même maintenant, pense aux prochaines recrues. Là, ils n'ont pas agi ce mercato-là. Dans un an, quel joueur va se dire Monaco, c'est une valeur sûre. Qui aura le fair play financier. Le projet est fiable. Oui, je pense que c'est pour ça qu'ils ont vendu aussi tout le monde. Mais tu pouvais réinvestir. Mais forcément, avec le fair play financier, ils vont pas être bien. Ça génère pas énormément d'argent, Monaco. Mais pas de après, on rappelle. Dans ce marasme complet, il y a Jardim au milieu que tu fais venir pour relancer le projet, pour monter un projet. Je sais plus quelle excuse avait été donnée, mais le mec il débarque, tous ses joueurs se barrent. Voilà, tu sens aussi le mec qui est venu, on lui a dit ouais il y a un projet, il dit non mais ça je m'en fous, c'est combien je touche. C'est ça, ouais bah super ton projet, Valère Germain lié droit, ça me plaît. Voilà, c'est le mec, il est là, et finalement tout le monde se casse. Quel message tu donnes aux joueurs actuels et aux prochaines recrues Maintenant, faut pas non plus, comme tu disais dans ta question il y a vingtaine de minutes, dramatiser sur Monaco. Ils jouent le maintien, Monaco. Ils ont un effectif pour jouer le premier quart du championnat. Tout dépend de ce que va mettre en place Jardim, mais si ça. Qui vont monter sur le podium de 3, le podium de 5. Sur le papier, ils ont les moyens de finir dans les 3 premiers. Après, c'est plus aussi évident que l'an dernier, c'est vrai. Mais voilà, il y a certains joueurs qui ont pris aussi un an supplémentaire dans le groupe. Tu gardes des joueurs de qualité. T'as Berbatov, parce que l'an dernier, Benoît, il a pris 15 kilos. L'an dernier, Falcao était blessé, ils finissent deuxième. Berbatov, je suis pas sûr qu'il soit moins bon que le Falcao de l'an dernier. Falcao, c'est quand même exceptionnel. Hein. Le mec a joué 3 mois, il a quand même gagné de la valeur marchande. Jorge Mendes, c'est très très fort. Oui, enfin, ou Manchester United a beaucoup d'argent. Pigeon. Ouais. Enfin, ils en profitent, ils n'ont pas encore le fair play financier, donc ils en profitent. Hein. Pigeon. Donc tu voulais finir, Cédric? Non, mais j'avais quasiment fini. Écoute, voilà, sur le papier, Monaco a quand même des bons joueurs. Le Kurzawa de cette année, c'est le même que l'an dernier, hein, avec un an supplémentaire. Abdenour, ça reste pas lisse, hein. Non, mais Abdenour, ça reste un joueur confirmé de Ligue 1. T'as quand même une grosse partie de l'effectif qui est le même que l'an dernier. T'as juste surtout perdu Rames. Et les quelques joueurs importants qui étaient moins huppés que Falcao, mais la base reste quand même. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a pas mal de clubs de Ligue 1 qui piocheraient bien chez Monaco. Moi non. Pas non. Moi, il y a quand même quelques joueurs que je prendrais pas au PSG, mais dans pas mal d'effectifs. Franchement, Moutinho en forme, pourquoi pas. Hein. Pas au PSG. Je préfère Rabiot. Enfin, Cabaye. Fais gaffe, il va te tomber dessus le débat. Je t'assure, je t'invite un samedi prochain et tu vas l'avoir le débat sur Cabaye. Voilà, comment on peut dire que sur le papier, Moutinho soit inférieur à Malbranque, que tout la est inférieur à Imbula, que je sais pas moi. Enfin voilà, il y a quand même des joueurs de qualité à Monaco. Faut pas genre le Monaco. Entre Moutinho et Benoît Chéreau, tu préfères qui? Oh, putain, je sais pas. Benoît Chéreau, il a une belle frappe comme Cabaye, qui va jamais au fond, mais. Non, mais il y a un effectif qui peut permettre à Monaco. Moi, le seul doute que j'ai, c'est le mental au niveau des joueurs. Et puis voilà, t'es pas poussé par tes supporters. Donc c'est le seul inconnu. Mental, c'est ce que tu mets dans le pain qu'il y a à Monaco. Non mais il est sérieux, il craque complètement. Mais sur le papier, si tu parles juste du papier, jeux vidéo, ce que tu veux, l'effectif de Monaco fait partie des 5 meilleurs de Ligue 1. Tu veux dire que sur FM, tu prends plus facilement Monaco que Lille? Ouais, mais avec le fair play financier, c'est le bordel aussi. Bon, merci Romain d'avoir parlé de Lille, ça va permettre d'enchaîner sur la deuxième question que je voulais poser dans ce troisième débat. Et ça parle justement des dogs. Et ça va être une question qui va vous plaire à tous les deux, vous allez vous déchaîner.
Donc soyez quand même poli et courtois, hein, faut pas trop risquer non plus. La question elle est simple, c'est Lille qui dans son style actuel parvient encore une fois à ne pas perdre. Le style actuel de Lille c'est quoi? C'est on est 10 derrière. Hein. Et ma question elle est simple, elle est Football champagne. large et elle va vous faire plaisir. Et donc c'est toi qui vas y répondre en premier. Est-ce que Lille n'est pas le représentant de ce football que l'on déteste? Ouh, ça c'est de la question ça. Bah, je sais pas, Girard, il a pas été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 l'an dernier? Donc tu sais que ça doit être un bon entraîneur. S'il a été élu par l'ensemble du corporatisme tricolore, je sais pas, c'est qu'il doit proposer du football alléchant, c'est qu'il doit y avoir la blinde de but, il a une défense qui tient la route, un milieu de terrain créatif, beIN Sport et Canal s'arrachent leurs matchs pour les diffuser, c'est le choix numéro 1. Non, c'est pas ça? Je sais pas, je pensais moi. Hein. Vu comment on nous a vendu Lille l'an dernier. Et puis. Moi je me souviens de quelqu'un qui disait que Girard était un très bon architecte. Oui, pour les fondations. Sauf qu'après, il faut construire la maison. Faut pas laisser juste les fondations, sinon ton terrain il vaut rien. Ouais, c'est un bon architecte quoi. La plaque de béton, il te la met bien. Après, quand il suffit de mettre les murs droits, ça va Après, il faut aller encore. chercher les charpentiers, quoi. Après, quand il faut mettre les fenêtres, quand il faut installer les portes et toute la clique, là, ça devient compliqué déjà. Et puis quand il faut décorer l'intérieur, là, je t'explique même pas, c'est le summum du mauvais goût. Mais oui, pour faire. Pire que Valérie Damido. Il y a débat. Ah, ça joue, hein, quand même. Hein. Et pour faire la chèvre de béton, il est très bon. Après, pour le reste, faut pas trop lui en demander. On l'a vu à Montpellier également. Mais oui, moi, depuis le début de la saison, Lille, c'est l'équipe devant laquelle je me suis le plus fait chier. Et j'ai pratiquement plaint les supporters lillois lors de ce barrage retour de Ligue des Champions où, soi-disant, Lille était à très peu de choses près à la hauteur de Porto. À très peu de choses près. À 3 buts près sur les 2 matchs, à 11 joueurs sur le terrain, un coach sur le banc, un capot dans la tribune. À 11 pieds gauche et 11 pieds droit. À 11 pieds gauche et à 11 pieds droit, ouais, on peut le voir comme ça. Non, mais voilà, c'est affligeant. Alors Lille, là, ils sont 3e, ils sont sur le podium. Ils ont mis 4 buts en 4 matchs. C'est pas mal, hein. Je crois que c'est la plus faible attaque avec Metz. Donc je crois qu'à partir de là, tout est dit. Je compte même plus Evian, hein, parce qu'Evian, pour moi, c'est déjà la Ligue 2. Mais je compte que les mecs ont une moyenne de buts par match inférieure à celle d'Ibra. Non, mais le pire, c'est qu'ils ont 4 buts en 4 matchs et ils sont sur le podium. Je crois que ça veut dire beaucoup sur cette Ligue 1 quand même. Alors ok, il y a que 4 matchs de jouer, mais il y a aucune défaite. Alors ça doit faire plaisir à Girard, hein, c'est génial. Mais non, tu as raison dans la manière dont tu poses cette question. Lille est typiquement le genre d'équipe qui nous emmerde et qui fait qu'on en arrive à se dire que le championnat de France nous fait chier. Et c'est également typiquement ce genre d'équipe qui est incapable de faire honneur au football français sur la scène européenne. On l'a vu aussi bien en Ligue des Champions, même à l'époque où il y avait encore Rudy Garcia, mais bon, il y avait au moins l'envie de faire du jeu, mais on sentait que c'était faible. Et depuis que René Girard est là, alors là, et on se rappelle également de ce qu'avait fait René Girard avec Montpellier en Ligue des Champions. Ce personnage fait honte au football français. Il a pris des photos, hein, tout bêtement. Il a pris des photos. Il a fait les doigts d'honneur. Ouais. Mais il a fait les doigts d'honneur. Moi, j'ai le LOSC me fait honte. J'ai pas peur de le dire. Bah, c'est bien pour un bon remarque supporter de Lyon, ça, donc ça se tient. Et Cédric qui a de la famille à Lille, il en pense quoi? C'est sa famille. Que c'est lui le local de l'État. Effectivement. Cédric, toi, ton avis sur Lille, est-ce que tu es d'accord avec Romain? Et est-ce que tu dis, alors tiens d'ailleurs, je vais te poser une question subsidiaire là-dessus, parce que les gens disent, oui, mais on peut pas toujours avoir du football champagne, mais est-ce que ça t'interdit quand même d'aller vers l'attaque? T'as quand même le droit d'attaquer, non? Bah t'as le droit d'avoir du football, tout court. Déjà, ça peut être pas mal. Non, mais il y a un entraîneur qui est complètement disparu de la circulation, qui avait une grande cote en France, c'est Jean Fernandez. Ah, mince. Qui a complètement disparu et qui subissait aussi ces critiques-là. À quand le retour d'Alain Perrin, bon sang? T'as même un Vaïd qui est complètement disparu de la Ligue 1, et même si lui a plus tendance à faire jouer ses équipes. Lui, il pose des fondations, il essaye d'apporter quelque chose en plus. Le problème, c'est que Girard, ça fait 2 ans qu'on a la même chose. Il fait mal parce qu'il pose des fondations puis il met les fenêtres direct avant de mettre les murs. Du coup, les fenêtres se cassent la gueule. Mais au moins, il essaye de mettre les fenêtres. Il n'y a pas de continuité, ok, tu poses tes fondations. Bon, après, quand t'as poser des fondations avec Bacha, Kier, Enyama, voilà, ça reste
je vais pas dire facile, mais t'as quand même du très bon joueur pour derrière, il y a pas de problème. Par contre, dans tes choix offensifs, bah voilà, c'est aussi ça, c'est qu'il s'est planté sur les joueurs offensifs. Alors tu payes certains mauvais choix qui ont été faits aussi sous Rudy Garcia dans l'après Eden Hazard, mais je sais même pas. Le problème avec cette équipe de Lille, c'est que ils ont pas une attaque de feu, ça c'est clair. Je veux dire, moi, je On parlais va des joueurs. Fire? Ah non, c'est pas. Non, je parlais des joueurs de Monaco, les attaquants de Lille, Kalou compris, j'en prends aucun. Soit c'est inconstant, soit c'est surcoté, soit ça a pas des pieds. Le nouveau Zidane alors. Marvin Martin qui a complètement explosé. On a souvent parlé de Lille. C'est une défense. Milieu de terrain aussi, il y en a un qui est pas trop mal, c'est enfin qui est pas trop mal parce que les autres autour, enfin ça change, c'est le de la place, ouais. Ouais, c'est de la place. qui apporte voilà un truc un peu différent parce que c'est plus un vent d'air frais parce que on a été dégoûté par ce milieu de terrain Gay, Mavouba, Balmont qui est typiquement Ligue, hein, ça aussi, les trois milieux défensifs. Parce que Balmont, bon, il est complètement cuit, mais ça reste un milieu défensif. Mavouba, il est sur le déclin. Mais c'est bien, c'est quand il est sur le déclin qu'il retrouve l'équipe de France. S'il avait su avant, peut-être qu'il aurait commencé sa pente bien avant. Gay, il déclin à 22 ans, le mec, t'imagines? Il dit, tiens, je vais me mettre sur le déclin. Ouais, comme ça, il aurait été sélectionné. Et Gay, bon, c'est sympathique, hein, mais bon, c'est le genre de joueur que par exemple Romain déteste. Mais c'est une accumulation de profils qui ne te permettent pas de faire du jeu, qui rendent ton jeu complètement moche et difficile. On l'a vu contre Porto, la différence technique entre les joueurs, c'était flippant. Hein. Lille perdait tous les ballons au bout de 2 passes, ça paniquait avec le ballon. Voilà, c'est un problème dans les choix offensifs au niveau des recrues lilloises, un problème de gestion parce qu'il faut se remonter au-dessus de Girard, je pense, au niveau de la gestion de Michel Sédou, qui a très mal géré le grand stade. Michel Sédou, il est là pour faire son beurre, lui. Hein. Lui, il veut faire son beurre et c'est tout. Oui, mais tu te rends compte que finalement l'effectif lillois aussi baisse en qualité. C'est pas juste l'entraîneur qui fait que, certes, il joue pas un beau football, mais faut voir aussi les joueurs sur le terrain. Je suis désolé, mais c'est ce que je disais, il n'y en a pas beaucoup qui me font envie. Et le problème, c'est que René Girard, il va dégoûter aussi ses joueurs offensifs. Hein. Ça, quand le football se résume à bien défendre et démerde-toi devant, un mec comme Kalou, c'est clair qu'il allait pas exploser à Lille. Hein. Je pense qu'il aime bien aussi jouer au football. Mais c'est ça, c'est non seulement tu as une philosophie de jeu particulière, mais tu as aussi l'équipe à côté qui ne te permet pas d'avoir non plus un jeu agréable à voir. Ryan Mendes, les joueurs qui sont faits pour jouer en contre, Corchia il est droit, bon ça c'est plus un peu du coach, mais Rodelin sur un côté, Nolan Roux sur le côté, Origi, moi je sais pas, c'est l'effectif aussi qui me gêne côté lillois. Bon, René Girard, c'est pas un entraîneur que j'apprécie, loin de là. Hey, t'as parlé de Michel Sédou, il y a quand même une phrase, tiens, c'est pour résumer un petit peu Michel Sédou, c'est le fameux je prends ma respiration. Certains aimeraient avoir un montant relativement semblable pour plus, d'autres voudraient avoir un montant relativement semblable plus pour plus. Moi je suis pour le plus mérite le plus, mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus. À partir de là, je crois qu'on comprend les soucis à Lille, effectivement. Trop d'alcool tue l'alcool. Peut-être qu'il a compris que le moins par le moins, ça faisait du plus aussi. du coup, il a dit on va mettre Rodelin avec Roux. Ça fera peut-être tu prends le plus égale le plus du moins au Barca. Ouais, parce que honnêtement, vous pensez qu'un autre entraîneur que René Girard pourrait faire beaucoup mieux avec Lille? Dans l'état d'esprit, dans la volonté de jouer, oui. Oui, non, mais je veux dire, avec l'effectif actuel, c'est difficile de faire d'excellents résultats. Maintenant, c'est en essayant de jouer au football que tu changes ton équipe petit à petit, ça je suis d'accord. Mais parce que tu vois, le problème n'est pas que René Girard. Il y a beaucoup de clubs qui préfèrent terminer 6-7, mais au moins avoir du beau jeu, quoi. Moi aujourd'hui, je préfère être supporter de Lorient que d'être supporter de Lille. Hein. Au moins, quand tu vas au stade, tu te fais plaisir. Effectivement. Et pour une fois, j'étais complètement d'accord avec Cédric, ce qui n'est pas le cas, mais j'étais complètement d'accord avec lui.
Si, c'est vrai que même si j'ajouterais quand même le petit côté qu'a ajouté Romain à la fin, on peut quand même avoir l'envie de le faire, même si on n'arrive pas, ça mange pas de pain, hein, comme dit Bon, c'est pour Bordeaux aussi. La volonté. La volonté d'amener du jeu. Mes amis, on va passer au quiz. On me donne l'envie. Je vais rappeler les règles, bien entendu. Romain les connaît, Cédric aussi les connaît puisqu'il écoute l'émission de manière assidue. C'est un quiz chronométré, il y a 30 secondes par question. Il est interdit, bien entendu, messieurs, de prendre une réponse si vous ne dites pas votre prénom d'abord. Il y a 7 questions, allant chacune de 1 à 4 points. Alors, la question à 4 points, ça peut très bien être la 3e comme la 7e, hein, il y a pas d'ordre. Et le vainqueur gagne donc le choix d'un sujet à débattre. Joe, il me semble 5-1, quelque chose comme ça. Moi, je suis sûr de finir devant Simon. Et effectivement, et qui a donc gagné le droit d'un débat. On rappelle le débat qu'il veut amener, c'est un débat sur Yoann Cabaye. Mérite-t-il la place de Marco Verratti dans l'effectif du Paris Saint-Germain? Débat qu'on aura samedi prochain. Le débat doit être sérieux, ça doit être forcément une connerie. Ah non, mais comme vous voulez. Et donc on aura donc un special guest, Cédric, pour ce débat-là particulièrement. Il ne participera pas au reste de l'émission, mais juste pour ce débat, on l'accueillera pour le débat sur Yoann Cabaye. On va donc commencer, mes amis, par la première question qui vaut 1 point, puisque je vais vous demander une réponse seule, qui n'est pas compliquée à trouver, et on va parler d'une recrue de l'Olympique de Marseille, ce transfuge qui s'appelle Abdel Barada, je crois que c'est ça. Formé au Paris Saint-Germain, mais véritablement, quel a été son premier club pour la Fédération française de football? Ça vaut 1 petit point, mes amis, allez-y. Romain? Oui. Provins? Non, ce n'est pas Provins. Pour la Fédération Oui, pour la Fédération française, quel a Romain. été son premier club? Romain. Club Pro, Rétafé alors? Non, pas Club Pro. Pas Club Pro. Son premier club dans lequel il a obtenu une licence, tout bêtement. D'accord. Bon, on va tenter un club parisien, Cédric. Cédric RC Paris. Ce n'est pas le RC Paris, il vous reste 5 secondes. Le Red Star. Ce n'est pas le Red Star non plus. Mes amis, c'est terminé. La réponse était Célard-Moissy. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est que ce club, mais je l'ai trouvé sur le site de la Fédération française quand je suis allé voir le profil du joueur, et voilà, il disait que c'était son premier club. Donc je les ai écoutés, hein, et puis j'ai mis ça dans le Bizarre. quiz. Oui, je suis pas allé plus loin que ça, je vous avoue. Elles sont toutes comme ça, les questions. Non. Non, elles sont toutes pour Raph, t'inquiète. Quand même pas. On va passer à la deuxième question. Donc, question numéro 2, ça vaut 2 points. C'est logique. Et c'est la question sur le RC Lens. Puisque oui, Romain, comme tu le sais, le RC Lens explosé le stade de Reims ce week-end. Est-ce que tu peux me rappeler le score d'ailleurs face au stade de Reims? Bah, Cédric peut le rappeler aussi, hein. Il Oui, était je sais, présent. Combien? 4-2. 4-2, effectivement, c'est magnifique. 2 points pour toi, Romain. Non, je plaisante. J'avais pas dit son prénom, de toute façon. Le stade de Reims. Et ma question, elle est plus précise. C'est dans l'histoire. Combien de fois Lens l'a emporté face à Reims? Romain? Romain? 19? Non. 19 fois? Non, quand même pas. Cédric, 7 fois. Cédric, 7 fois, c'est moins. Petit indice, il y a eu 28 matchs et ils l'ont emporté moins de 7 fois. Romain? 5 fois? Moins encore, dommage. Cédric, 3 fois. Cédric, 3 fois, bien joué, félicitations. Tu as gagné les 2 premiers points de ce quiz. À partir d'un moment, il suffisait d'enlever des points. Effectivement, Lens l'a emporté 3 fois face à Ce qui est bien, Reims c'est qu'on a fait que les impairs. sur 28 matchs. Ça aurait été con que ça soit 4. J'ai mis en compte, mais c'est leur dernière victoire 4-2. Il faut quand même rappeler qu'ils ont perdu 22 fois face à Reims, donc c'est quand même pas mal. On va passer à la troisième question. Troisième question qui vaut 3 points. Sur le PSG, là. Et ben justement, c'est sur le PSG, c'est sur un joueur en particulier qui s'appelle Zlatan Ibrahimovic. On te rappelle, bien entendu, tu le sais, comme tout le monde, il a marqué un triplé face à la Saint-Etienne lors de leur victoire 5-0. Mais j'aimerais que vous me rappeliez 3 autres équipes contre lesquelles Ibrahimovic a marqué et a passé 3 buts avec le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues. Faut donner les 3. Au moins 3. Il y en a plus que 3, donc au moins 3. Ça, c'est pour Cédric. Romain? Romain, Bon, non, je vais lui donner, après j'aurai pas les autres, c'est con. vas-y. Bah, il y a Toulouse. Effectivement, ça fait une. T'en as pas d'autres? Donc, il y a Saint-Etienne. Non, ça compte pas. J'ai dit, mis à part celle-là. Il y a Nice. Nice, ça fait 2. Et après, ça va être pour toi, Cédric. Bah, t'as dit ta Ligue 1 ou... Non, j'ai dit plus de compétition confondue. Bah, Ah, Cédric pardon, Anderlecht. Ouais. Cédric Tanderlac, oui, mais là, tu n'en as cité qu'une. Bah oui, bah t'as les 2 autres, merci. Arrive, Bah, divise les points, alors. Non, bon, allez, je te les donne. Les 3 Bah non, points mais pour divise les Cédric. points.
Divise les points, d'accord. Donc 1,5 point pour toi, 1,5 point pour Romain. T'es Ah sérieux? non, 2 pour Deux Romain et un. et 1 pour moi. Donc il y a donc 4-2 pour Cédric si on fait Ah comme non, il y a ça. 3-2. Non, il y a 3-2, pardon, effectivement, 3-2. Le 4-2, c'était Lens-Reims. C'était Lens-Reims, effectivement. Alors pour Combien de pour victoires de Lens contre Reims? rappel- Cédric 3. Alors si vous voulez tous les clubs, il y a Toulouse, Nice et Valenciennes en Ligue 1 où il en a passé 3. Il en a passé 3 face à Brest en Coupe de France et donc face à Anderlecht en Ligue des Champions. Ah putain, il est Véritablement, Brest. Il en a passé 4 face à Anderlecht, il a apparemment fait un 4 replay. C'est le recordman d'ailleurs avec le Paris Saint-Germain du nombre de triplés avec un certain Carlos Bianchi. C'est quand même pas mal. Donc il y a eu 3 points de distribués. C'est une question, ça? Non, c'était une petite info. Et un à Cédric qui a donc 3-2 pour Cédric. Une question qui vaut 1 point. Elle est toute bête. En comptant ces 3 buts inscrits déjà cette saison, combien de fois Diego Roland a scoré avec le maillot bordelais? Romain? Romain, Ah, en en tout? comptant les 3 buts. En tout. 5. 5 fois, effectivement, bravo Romain, il revient à égalité, il y a 3-3, et on arrive à une question intéressante, à 4 points, et alors là, attention, cette question, elle est dure, cette question, elle est vraiment dure, attention, elle est vraiment dure, hein, je plaisante pas, quels ont été les 4 premiers champions de France de 2e division? Les 4 premiers. Sachant qu'il y a 2 clubs promus cette année en Ligue 1. Romain? Romain, Caen, Metz? il n'y a pas Caen, mais il y a Metz. Qui a Lens? Il y a Lens, ça en fait 2, il en manque 2. Il y en a un autre qui est en Ligue 2 en ce moment qui se bat pour la montée. Je vous donne un indice quand même. Hein. De Ligue 2? Il y a, oui. Ils se battent tous pour la montée en Ligue 2. Oui, non mais. non, Romain mais il y en a un qui, oui. Le Havre? Le Havre, effectivement, ça fait 3. Et le dernier, c'est un Romain. club disparu. Romain. Un club disparu. Champion en 1935-1936. Bah, il est pas disparu, ce club-là, c'est Rouen. Ah oui, non mais sous sa forme, il a disparu. Ah. C'est plus le même. C'est pour ça que je dis ça. C'est le FC Rouen 1899, effectivement. Donc 4 points pour Romain qui reprend l'avantage, c'est magnifique. 7 points à 3 pour Romain. Cédric, réveille-toi. Je croyais qu'on parlait foot, moi. Bon, ben, Donc, la dernière question pour 150 points. non, 6e question pour 2 points. Et elle est à moitié Paris Saint-Germain parce que je vais quand même citer un joueur du PSG. Avant Ibrahimovic, qui avait été les 2 derniers meilleurs buteurs de Ligue 1? Ah bon, Donc, Cédric. Cédric. Néné. Déné ou Giroud, si tu veux, 21 points. 21 buts. Et meilleur buteur de Ligue 1. Oui. Bah, Paoletta. Non. Ah, pas du PSG. Non, de Ligue 1. Pas du PSG, de Ligue 1. Ah. Il Romain. a scoré 25 buts, oui. Ah putain, c'est la saison de Lille. Oui. Moussasso. Moussasso, effectivement. Donc on va dire un point partout, ça fait 8-4. Eh bien Romain a gagné, mais on va quand même poser la dernière question pour le petit bonus. Cette question est également compliquée, hein, donc c'est vraiment une question bonus. Quel est le record de buts marqués par match joué en Ligue 1 pour un club? Le club qui a le record le taux le plus élevé entre buts marqués par match joué. Cédric. C'est Paris? Non, c'est pas pareil. C'était à l'époque de la D1, le club a disparu. Je vous le dis. Et ils ont un ratio assez impressionnant de 2,39 buts Romain. par match. Romain. Racing Métro. Non. Mais c'est de la région parisienne, effectivement. Ah, Romain. Oui. Bah non. C'est un club qui n'a absolument pas le nom de Paris. Hein. Je vous le dis tout de suite. Cédric Olympique de Pantin. Non. Romain. Oui. Le FC Montmorency. Le temps est écoulé. De toute façon, c'est Romain qui a gagné hein, ce quiz encore une fois, mais je vais vous le donner, c'est le club français. J'allais dire le RC Paris. Dommage. J'ai déjà dit le RC Paris. Ouais, c'était le premier qui l'avait donné. J'allais dire le Stade français, mais. Ah bah t'étais pas loin, c'est le club français avec une moyenne donc de 2,39 buts par match. Quoi C'est ce un club club? qu'on voit pas souvent ces saisons hein, quand même. Hein. Ah bah non. C'était avec René Girard, le coach. ça aurait été marrant quand même. En tout cas voilà, merci à vous Romain et Cédric. Romain est le vainqueur du deuxième quiz. Il va encore choisir un sujet de débat, c'est incroyable. Merci ou Marco Verratti. Mamadou Sakho titulaire devant Dejan Lovren. Ah ben comme tu veux, hein, c'est toi qui finis. Hein. je te mets pas de limite, hein, tu fais comme tu veux. Hein. Si t'as envie de prendre un débat à la con, fais un débat à la con. Remarque, tu l'as déjà fait. Donc, hein,
Mais tu vas le garder pour toi. Hein. Je veux pas que les auditeurs soient spoilés, donc on va attendre d'abord. Merci à toi Romain d'avoir participé donc à ce Parlons Foot saison 1 épisode 2. Merci à toi Thomas, samedi. À samedi effectivement. Et merci à toi, Cédric d'avoir participé également, et également à samedi pour le débat à la Romain. Parce que oui, j'exige ta présence. Je veux que tu sois là. Merci à vous et à la prochaine fois. Voilà, on se retrouve donc samedi pour un nouveau Parlons Foot avec donc Romain et Joe qui sera de retour avec le même programme, enfin la même double tenant du quiz. Double tenant du quiz, Romain, bravo, félicitations. Un peu. Et on se retrouvera donc le mardi suivant avec Cédric et Simon qui sera de retour et peut-être un autre consultant, on sait pas, on verra bien. Peut-être que Romain aura envie de revenir, parce que je lui interdirai. En tout cas voilà, merci à vous d'avoir écouté ce deuxième épisode de la saison 1 de Parlons Foot. On se dit à la prochaine. Allez, ciao à tous. Robin is there! Iron Robin! A surely wonderful Bayern Munich! C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Champion!